Madame Bourin, vous nous avez transmis un petit peu cette passion que vous avez du XIIIe siècle, de cette société gaie, raffinée, mais comme trame de fond, vous avez choisi l'amour-passion. Pourquoi? Eh bien, parce que l'amour-passion fait partie même de la trame du XIIe et du XIIIe siècle. Vous savez, il y a un historien français, Charles Seignebos, qui a dit l'amour, une invention du XIIe siècle. Et c'est vrai. Parce que bien sûr, l'amour-fonction existait depuis beaucoup plus longtemps. Mais on peut dire que cette espèce de mystique amoureuse, qu'est l'amour courtois, c'est une invention du XIIe siècle. Et que les gens du XIIe et du XIIIe baignaient dedans complètement. Ce qui fait qu'on ne peut pas raconter une histoire de cette époque-là sans forcément se retrouver aux prises avec des passions qui sont très neuves pour le moment et qui sont vécues très intensément. Mais vous avez aussi une image du couple que l'on sent dans les premières pages de La Chambre des Dames. Vous dites ceci: un couple, c'était d'abord un homme et une femme qui ouvraient ensemble les yeux sur le jour naissant, qui avant toute chose se contemplaient en manière de salutation, pour chacun desquels le visage de l'autre était celui du matin, de la journée, de la vie. Dans l'époque médiévale, cette idée du couple est une idée qui, parce qu'elle est neuve à ce moment-là, a fasciné les gens. Et il y a une chose qui est très évidente, c'est que dans les romans médiévaux, on ne parle presque pas des enfants, ou très peu, et on s'intéresse uniquement à la vie conjugale vue sous l'angle de l'amour conjugal, avec tout ce que ça entraîne de nécessité d'attention l'un à l'autre et de respect l'un de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. Il y a un roman de l'époque du XIIe siècle qui s'appelle Érec et Énide, et qui est un beau roman, assez peu connu parce qu'il était là écrit en langue romane et qu'il faut le lire en texte ancien, ce qui n'est pas simple, mais je voudrais qu'on le traduise. C'est un très beau roman où l'on voit justement les difficultés qu'un couple a à assumer devant l'existence et la façon dont, grâce à la femme d'ailleurs, il arrive à surnager. Est-ce que c'est pas justement un petit peu ce qu'on vit encore au XXe siècle? Oui, bien sûr. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, et je crois que c'est une chose importante, que les grandes motivations humaines sont les mêmes depuis que les hommes sont des homo sapiens. Et qu'en réalité, les ressorts essentiels de la nature humaine n'ont jamais changé. Il y a une chose qui, à notre époque, fausse un peu l'esprit des gens, ce sont les progrès techniques évidents qui, depuis un siècle et demi, ont changé notre existence. Mais ils ont changé notre existence extérieurement. Ils ont changé notre existence dans le côté gadgets, meubles, moyens de transport, etc. Mais à l'intérieur de nous-mêmes, les êtres humains ressentent avec une même force les grands ressorts éternels qui sont l'essence même de l'humanité. Et ça ne change pas. Vos personnages, justement, sont toujours déchirés, en orage presque perpétuel. Mathilde entre le devoir familial et l'appel charnel, et il y aura toujours cet appel charnel dans la dualité. Et Héloïse, dans son don total, ça sera de trancher entre Dieu et l'homme, la créature. Pourquoi ces orages qui sont la trame aussi de fond toujours de vos romans? D'abord parce que ce sont des romans. Et qu'on ne peut pas concevoir un roman sans qu'il y ait évidemment une action forte, une trame romanesque puissante, parce que c'est elle qui porte le reste. Et c'est grâce à cette trame romanesque que les gens acceptent tous les petits détails que j'ai voulu faire passer de la vie quotidienne, parce que justement, ils sont portés par l'histoire. Ça, c'est important. Et alors, je crois en plus qu'en effet, l'histoire des êtres humains est un déchirement constant entre ce que l'on voudrait être et ce que l'on est, entre ce que l'on souhaite faire et ce que l'on fait, entre les idéaux que l'on a, quels que soient les idéaux, et ce que l'on fait uniquement avec notre petite nature humaine et ses imperfections. C'est ça le grand drame humain, c'est la lutte entre les imperfections inévitables de la nature humaine, ses faiblesses, cette espèce de duel permanent entre le bien et le mal dont nous sommes le théâtre, et à côté de ça, des aspirations qui sont beaucoup plus hautes et qui essaient de nous sublimer. C'est d'ailleurs ça la grandeur de l'être humain en définitive. Vous parlez beaucoup du destin. Vos personnages semblent recevoir toujours des signes, des prémonitions, soit par le rêve ou le regard. Est-ce que vous croyez à la fatalité? Je ne crois pas à la fatalité parce que je suis chrétienne et qu'il n'y a pas de fatalité. Il y a la liberté des enfants de Dieu et nous sommes libres. Mais nous sommes libres dans la mesure où nous avons tout de même des hérédités, des conditions sociales ou familiales ou personnelles qui nous motivent. Et notre liberté est quelque chose de très mince. Nous sommes sur le fil du rasoir.
Et c'est sur ce fil du rasoir qu'il nous faut nous décider. Parce que dans Héloïse, par exemple, elle dit à un moment donné où il va y avoir ce que j'appellerais un coup de foudre, je me sentis jaugée, soupesée, estimée en un regard. Dès cet instant, tout était dit. C'était mon destin que je venais de voir face à face. Oui, mais le mot destin, dans ce sens-là, n'est pas employé au sens grec du terme. Ça n'est pas la destinée fatale, c'est l'avenir qu'elle peut juger, puisque lorsqu'elle l'écrit et qu'elle en parle, c'est longtemps après. C'est donc une sorte de retour en arrière sur sa propre existence. Ça n'est pas le fatum grec. Il y a aussi autre chose. Il me semble que le seul personnage qui maîtrise sa destinée est un peu Mathilde. Est-ce que pour vous, le destin peut être maîtrisé dans la mesure où les gens ont une expérience de la vie et peuvent trancher? Oui, je pense que nous pouvons peut-être arriver dans une certaine mesure, car il faut être très prudent, à maîtriser, ou tout au moins à tenter de maîtriser notre destin, mais je pense aussi qu'il faut un certain temps pour y parvenir. Vous savez, on a dit, on commence à se ressembler à partir de 40 ans. Et je crois qu'avant 40 ans, nous sommes dans une période de recherche, dans une période de bouillonnement, où tout est possible et où nous commettons beaucoup de sottises, mais qu'il faut les commettre. Et que c'est après, justement, lorsque l'on arrive à la quarantaine, que l'on peut commencer à réfléchir et à tirer surtout profit de nos réflexions et à faire au fond ce qu'on appelait autrefois, ce qui n'est plus à la mode, mais ce qui est tout de même vrai, l'expérience. Il y a dans vos romans une image très positive de la religion et elle enveloppe tout en quelque sorte. Et on peut lire dans vos livres des réflexions telles que « il faut dépasser la chair pour atteindre à une vie plus haute » ou encore « dans l'impasse, elle ne pouvait se sauver que vers le haut ». Oui, parce que voyez-vous, je suis venue tardivement à la foi, ayant été élevée par un père athée. J'avais une formation qui m'a poussée, dans un certain sens, ça m'a servi à beaucoup réfléchir sur tous ces problèmes-là. Et je crois justement que ce qu'il y a d'important dans la foi, ça n'est pas du tout ce que le 19e siècle en avait fait, cette espèce de corset étouffant et qui n'a aucun intérêt. C'est au contraire un dépassement de soi-même par soi-même, mais dans une humanité très épanouie, très ouverte et très accueillante aux autres. Je crois que c'est à travers les autres et par cette espèce de don que l'on peut leur faire, et surtout par le grand respect qu'on doit leur porter, je trouve qu'il est essentiel de respecter les êtres humains. Et c'est à travers ça que l'on peut arriver soi-même à une sorte de dépassement, ou tout au moins à une tentative de dépassement. Quand vous faites dire à un de vos personnages « Que connaît-on jamais de son prochain? Les apparences, seulement les apparences » ou encore Fleury qui dira « Au fond, nous ne connaissons pas grand-chose des sentiments d'autrui » ou encore Héloïse qui dira « On ne me jugeait donc que sur des apparences ». Comment la femme se sent-elle? C'est la femme qui a écrit ces choses-là? Oui, ça m'a toujours frappé, ça, la facilité avec laquelle on jugeait les gens. C'est une grande banalité de le dire, mais c'est une grande vérité de le constater uniquement sur l'impression qu'ils donnent. Quels sont ceux d'entre nous qui se forcent à passer au-delà des apparences et à juger les êtres humains sur autre chose que des masques? Il y a des livres de Virginia Woolf qui m'ont beaucoup frappé là-dessus, où Virginia Woolf faisait des recherches entre l'être humain qu'elle était et les petits morceaux d'être humain qu'elle avait laissés dans le souvenir des personnes qui avaient pu la connaître. Et elle disait, pour telle personne, je suis une dame qui porte un chapeau bleu. Pour une autre, je suis une dame qui a des cheveux de telle couleur. Pour une troisième, je suis une personne avec des gestes brusques. Mais derrière tout ça, derrière cette espèce de ramassis de petits morceaux brisés, le miroir, le vrai, qui est entier, où est-il? Et ça m'a toujours beaucoup fascinée, cette question, et beaucoup intéressée. Et j'ai toujours craint que moi-même, et tout le monde d'ailleurs, nous nous laissions entraîner trop facilement à penser que les autres sont ce qu'ils ont l'air d'être. Malgré toute cette passion qui est la trame de base de vos livres, vous faites triompher dans La Chambre des Dames la tendresse sur la passion. Et dans le cas d'Héloïse, après donc une vie de tourment où elle a préféré, dit-elle à un certain moment donné, la créature au créateur, dans un dernier souffle, elle trouve sa raison de vivre et elle fait son premier pas vers Dieu. Pourquoi, dans ces deux conclusions, faites-vous d'une part triompher la tendresse, d'autre part cet élan vers Dieu? Parce que je trouve que la tendresse est en définitive un élément constructeur.
alors que la passion est un élément destructeur. La passion, bien sûr, c'est extraordinairement fascinant, mais c'est un tourbillon, c'est un typhon. Alors qu'au contraire, la tendresse, c'est l'élément plus calme, mais plus profond, sur lequel on peut construire. Et je pense que si un couple parvient à dépasser l'élément passionnel pour se rejoindre dans l'élément de la tendresse, il est beaucoup plus à même d'être durable et d'être justement positif que le couple qui ne s'adonne qu'à la passion. Une des choses qui m'a fascinée en lisant votre livre, c'est de constater à quel point ce XIIIe siècle est confortable. D'ailleurs, vous avez choisi une famille à l'aise, une famille bourgeoise. Et vous allez dire dans Héloïse, l'opulence simplifie tout. Oui, c'est-à-dire que j'ai pris des marchands et des artisans parce que les marchands et les artisans sont des gens que je trouve intéressants. Voyez-vous, on a l'habitude, quand on parle de la période médiévale, de penser aux nobles ou aux manants. D'ailleurs, on a des nobles et des manants, des images stéréotypées tout à fait fausses. Mais enfin, bon, c'est ainsi. Les idées fausses au Moyen-Âge courent partout. Mais justement, parce que ce sont eux dont on parle toujours, je me suis dit qu'il était peut-être intéressant de s'adresser et de voir ce qu'étaient les autres. Et je me suis aperçue, d'ailleurs avec beaucoup d'étonnement, que personne avant n'avait jamais fait de livre sur la vie quotidienne des gens des villes, c'est-à-dire les marchands et les artisans en question. Et j'ai pensé que ces marchands et les artisans étaient probablement ceux qui étaient les plus proches de nous, parce que ce sont des gens qui, ayant créé cette civilisation médiévale, cette civilisation de la ville médiévale, qui est une forme de ville très neuve, puisque les villes de l'Antiquité, les villes aussi bien égyptiennes que grecques ou que romaines, et que gallo-romaines, étaient des villes très ouvertes, très vastes, sans défense, mais qu'à la suite des grandes invasions, on s'est aperçu qu'il fallait en avoir. Donc ces gens de l'époque médiévale avaient inventé une nouvelle ville, et que dans cette ville, ils vivaient d'une nouvelle civilisation. Et j'ai pensé que tout ça était intéressant. Et que cette civilisation, en plus, avait cela pour moi de particulièrement fascinant, que c'était une civilisation tournée vers la femme. Régine Pernoud, dont je suis une élève et que j'aime profondément, dit la grande période de la femme, c'est le XIIe et le XIIIe siècle. Et c'est vrai, contrairement à ce que l'on a dit et que l'on a cru très longtemps, les femmes au XIIe et au XIIIe siècle bénéficiaient d'un statut extrêmement positif, ce qui leur donnait une place importante dans la société. On sent que ces femmes ne vivent pas le même quotidien que nous. Elles ont beaucoup d'aide et donc elles n'ont pas à faire face à toutes les tâches ménagères. Elles peuvent se consacrer, par exemple, à l'éducation de leurs enfants, qui est une tâche beaucoup plus valorisante. D'ailleurs, vous allez le dire dans Héloïse, à un moment donné, l'habitude use l'amour et la vie quotidienne lui est fatale. Or, cette vie quotidienne est un peu sublimée dans ce siècle-là. Oui, oui, dans la mesure où justement les femmes étant dans la possibilité d'exercer toutes sortes de fonctions, ayant eu également la possibilité de recevoir une instruction qui est la même que celle des garçons, sont sur un plan qui, et il faut bien le dire, dans l'histoire n'est pas fréquent. À partir du XVIe siècle, on leur a retiré les droits qu'elles avaient. Il y a une loi de 1583 qui retire aux femmes la possibilité de faire les mêmes métiers que les hommes. C'était le commencement de la dégringolade. Et à partir de ce moment-là, les femmes ont eu un statut de plus en plus rétréci jusqu'au XIXe siècle où on ne leur a pratiquement rien laissé, où elles étaient vraiment des mineurs sur tous les plans. Alors, il est intéressant de voir qu'au XIe, XIIe et XIIIe siècle, les femmes, au contraire, jouissent d'une autonomie très importante et peuvent en effet s'appliquer à toutes sortes de choses. Mais vous avez raison de dire que pour simplifier leur vie, évidemment, il y avait tout un peuple de serviteurs, de familles. La famille médiévale, vous savez, c'est un clan. Ce n'est pas du tout la famille actuelle. Et dans la famille médiévale, il y avait, en plus du père, de la mère et des enfants, des grands-parents, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines, tout ça vivait ensemble dans la même demeure et s'entraidant. Et puis, bien entendu, les petits domestiques que l'on prenait très jeunes, mais qui avaient un statut qui n'a rien à voir avec celui des domestiques du XIXe siècle. Ça n'est pas du tout ces choses atroces que Zola et d'autres ont décrites, c'est simplement des enfants qui étaient pris dans la famille, que l'on gardait dans la famille, qui aidaient à titre, au fond, d'apprenti ménager, comme un apprenti dans une boutique, et que l'on gardait toute sa vie, qui se mariait là, qui avait ses propres enfants, qui, vous savez, il n'y avait pas de structure encore sociale bien stricte. Alors il élevait ses enfants avec les autres, tout ça, ça grouillait au milieu de la maison, tout le monde trouvait ça normal, et lorsqu'ils étaient âgés, on les gardait dans la maison, ils faisaient partie de la famille, ils ne travaillaient plus, on les nourrissait, on les gardait comme un ancêtre en fait. Il y avait une vie très différente, beaucoup plus familière, et sans, on peut le dire, stratification sociale, en dehors de la noblesse, qui bien entendu, elle, était tout à fait à part.
Il y a dans vos livres aussi une sensualité peu commune. D'où vous vient cette grande sensualité, cette description si vive de tout ce qui est nature, de toutes ces odeurs, de toutes ces Je couleurs? crois que ça vient de ce que j'ai été élevée dans un jardin. Parce que ma grand-mère, qui avait dans la Sarthe un jardin, nous recueillait, ma sœur et moi, pendant tout l'été. Nous passions juin, juillet et août chez ma grand-mère. Et j'ai pris là le goût et le besoin des odeurs. J'ai vécu beaucoup, c'était dans la vallée du Loir. Le Loir est un endroit où la terre est une terre très riche, une terre à blé, glaiseuse, et où les plantes ont particulièrement d'odeur, où les cassis, la menthe sauvage, les acacias sont très forts. Et tout ça m'a profondément marquée. Et j'ai gardé, à travers ma vie, le besoin d'être reliée à ces choses-là. J'aime sentir l'eau, j'aime sentir les forêts. J'ai quitté Paris d'ailleurs pour m'installer en bordure de forêt, dans une maison qui est tout près de la forêt de Saint-Germain. Et quand je rentre de Paris, la première chose que je fais en ouvrant la portière de ma voiture, c'est de respirer. Je me dis, ici, ça sent bon, ça sent les arbres. Pour moi, c'est très, très important. Je reste très attachée à tout ce qui est contact avec la nature, avec le sol, avec les odeurs. Je vis beaucoup par l'odorat. Et je trouve ça essentiel. Et je pense que les autres côtés de sensualité découlent de ce besoin du contact avec la nature. Il y a aussi, je sens une espèce de philosophie de vie dans votre livre qui s'y glisse par moments. Vous dites, vous faites dire à un personnage, l'espérance, c'est la plus essentielle des vertus. Et aussi, quelqu'un dira, elle savait attendre. C'est un détour que la vie lui avait appris. Oui, je pense en fait que la vie vous apprend des choses qui, lorsqu'on est jeune, ne paraissent pas exaltantes et qui, en définitive, sont essentielles. Je crois que je peux résumer mon apprentissage de l'existence par cette petite phrase qui est un peu vulgaire, « faire avec ». Je crois que c'est ça, le fin mot de l'existence, faire avec soi-même, faire avec les autres, faire avec la vie, faire avec le malheur et aussi avec ce que l'on peut récolter de bonheur, faire avec les conditions telles qu'elles sont. Je me méfie terriblement des idéologues. Il n'y a rien de plus dangereux, à mon avis, que les idéologies. Parce que les idéologies, c'est une façon de vivre en dehors des réalités, dans une espèce de nuage qui vous coupe de ces racines qui sont, parce que je suis d'origine paysanne, pour moi l'essentiel. Et par conséquent, faire avec demeure, je crois, ce qu'il y a de plus important dans l'existence. Et j'essaie de faire passer ça dans mes personnages, parce que je pense que c'est justement la chose à montrer que tout simplement et tout humblement, avec des petits détails quelquefois très vulgaires, ou tout au moins très humbles, on peut arriver à faire une matière qui soit la matière de sa vie et qui ne soit pas sans intérêt.